Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce lundi 4 septembre. J'aurai le plaisir désormais de vous retrouver du lundi au jeudi pour votre JT. Mais sans plus attendre, voici les titres qui seront développés dans ce journal. L'héliport de Monaco fait le bilan de la saison estivale, les chiffres sont stables, nous le verrons dans quelques instants. J-7 avant la rentrée scolaire en principauté, Bruno Humbeck, psychopédagogue, nous livrera ses conseils pour vivre une rentrée en douceur, aussi bien du côté des enfants que du côté des parents. La France confirme au challenge Princesse Gabriella, la doublette tricolore, tenante du titre, a remporté cette compétition 100% féminine de pétanque. Geneviève Berthy, directeur de la communication, viendra nous dévoiler la grille de rentrée de Monaco Info. Puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons dans les coulisses de l'un des restaurants les plus emblématiques de la Principauté, le Louis XV, Alain Ducasse, à l'Hôtel de Paris. Avant de développer ces titres, regardez ces images tournées ce dimanche. La Principauté commémorait le 79e anniversaire de sa libération. Le 3 septembre 1944, Monaco était libéré par les troupes américaines et les forces françaises de l'intérieur. Retrouvez d'ailleurs sur nos réseaux l'interview de Thomas Fouilleron avec qui nous sommes revenus sur cette date historique pour la Principauté. Plusieurs hommages ont eu lieu pour honorer ce devoir de mémoire et ce en présence de personnalités monégasques. Et comme vous pouvez le voir à l'image, il y avait également des participants portant des uniformes de la Seconde Guerre mondiale. La saison estivale est terminée pour l'héliport de Monaco. Depuis mai, les lieux ont accueilli 22 000 passagers, une affluence similaire à celle de 2022, mais qui n'atteint pas tout à fait le niveau d'avant Covid. Une saison estivale surtout marquée par des rénovations, expériences passagers, sécurité, conditions d'accueil, confort, mais aussi les aspects écologiques. Plus de détails dans ce reportage d'Émilie Flamin et Lionel Bernardi. Dis-moi papa, tu peux passer avec la tour de Nice à tout à l'heure. Autorisation de décoller, autorisation d'atterrir, des appels comme celui-ci, l'héliport de Monaco, on a reçu une centaine par jour durant cette saison estivale. Une période qui a commencé fort en mai avec le Grand Prix de Monaco. Le trafic sur l'été va être à peu près le double de celui qu'on va voir sur la saison hivernale. Et au sein de cette saison estivale, on va avoir des gros événements. Le principal, c'est le Grand Prix. On peut accueillir plus de 800 vols sur une journée, alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, une journée moyenne estivale, ça va être 100-110 vols par jour. Donc vous voyez, les proportions sont vraiment énormes. Après, il y a d'autres événements marquants qui vont être des congrès, des événements qu'on a en principauté. 22 000 passagers au total sur les 4 derniers mois. Une saison estivale semblable à l'année dernière, mais qui n'est pas encore au niveau d'avant Covid, avec 80% du trafic en nombre de vols par rapport à 2019. Mais cette année, la saison était surtout marquée par la nouveauté avec la rénovation des lieux. Qui permettent d'avoir des vraies conditions de standards actuels, de qualité, qui sont ce qu'on attend d'une clientèle hélicoptère en principauté. Globalement, ça s'est vraiment très bien passé. Pas de défauts fondamentaux. Donc voilà, on est vraiment satisfait de ça. Et je pense ne pas me tromper en disant que la clientèle de l'héliport l'est également. Même si ces travaux ne sont pas terminés, c'est le début d'un certain nombre d'actions de rénovation. Même si la saison d'été est terminée, l'héliport devrait connaître des hausses de fréquentation durant de grands événements monégasques. Prochain en date, le Monaco Yacht Show, fin septembre. Alors que les élèves français ont repris le chemin de l'école aujourd'hui, la rentrée scolaire à Monaco aura lieu dans une semaine, le lundi 11 septembre. Nous évoquerons d'ailleurs les grandes lignes de cette rentrée avec Isabelle Bonal, commissaire générale chargée de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Elle sera notre invitée dans le JT de demain, mardi. Comment les enfants abordent ce grand moment? Comment gérer les possibles angoisses? Peut-on vivre une rentrée scolaire en douceur? Pour le savoir, nous recevons ce soir Bruno Humbeck, psychopédagogue. Bonsoir. Bonsoir. C'est un peu un souvenir lointain pour nous, mais que ressent un enfant le jour de la rentrée? Alors ça dépend quel enfant, ça dépend si c'est une première rentrée, c'est-à-dire que c'est un enfant qui devient un élève par la grâce de l'école, qui découvre un univers tout nouveau pour lui, qui est l'école, ou si c'est un enfant qui a déjà été à l'école et qui retourne à l'école. Le vécu est très différent. Dans le premier cas, il faudra rassurer cet enfant. C'est pas un monde dans lequel il va se mettre en difficulté de manière fondamentale. Et dans le deuxième cas, il faudra simplement lui dire
que c'est le retour du même et que ce n'est pas la fin du temps libre. Il restera du temps libre même si on reprend l'école. Voilà, il faut diviser en 3 temps. Il y a le temps de l'école, le temps du temps libre et puis le temps à passer aussi avec la famille, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il faut absolument qu'on apprenne tous à couper le temps en 3. Si le temps est coupé en 2, en temps familial puis temps scolaire, on se rend compte qu'on n'a plus de temps libre. L'enfant doit comprendre, comme l'adulte d'ailleurs, qu'il y a 3 temps. Le temps scolaire ou professionnel qui est un temps obligatoire, le temps familial qui est un temps négocié et le temps personnel qui est un temps complètement libre. Et il faut absolument que l'enfant comprenne très tôt qu'il aura toujours du temps libre, même si l'école reprend un nouveau rythme. Alors pour une première rentrée scolaire, comment préparer au mieux nos enfants ? Est-ce qu'on, par exemple, on va faire le chemin de l'école quelques jours avant la rentrée ? Alors, tout dépend de votre niveau d'anxiété personnelle aussi en tant que parent à gérer. Ce qui est très compliqué pour un enfant, c'est d'entendre un parent lui dire « n'aie pas peur », alors que le parent lui-même a des craintes. Donc, si ça vous rassure aussi de faire la route avec l'enfant, pourquoi pas ? C'est ce qu'on appelle une anxiété partagée. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir accepter l'idée que l'enfant ait de l'anxiété et qu'on en ait aussi pour pouvoir en parler l'un et l'autre. Les papas, les mamans ont aussi leur dose d'anxiété, de peur par rapport à l'école. C'est important de le dire. Tous les deux, on a ce qu'on va devoir contrôler, c'est-à-dire cette anxiété par rapport à ce qui nous fait sortir du temps de vacances, qui est un temps beaucoup plus détendu pour les uns comme pour les autres. L'important, c'est le dialogue. Pour certains, la peur prend souvent le dessus. C'est ce qu'on appelle la phobie scolaire. Qu'est-ce que l'on peut faire dans ces cas-là ? Alors, la phobie scolaire, ça, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus spécifique. C'est une peur qui est déréglée, qui fait que c'est plus possible d'aller à l'école. Alors, pour des raisons qui sont parfois liées à des craintes effectives, c'est-à-dire effectivement rentrer dans un groupe, trouver sa place dans un groupe, réussir aussi sur le plan de ce qui est attendu de nous au niveau des apprentissages scolaires, ça peut créer des phobies. C'est pour ça qu'on doit absolument permettre aux enfants de parler de leur peur, parce qu'une peur devient une phobie quand elle n'est pas dite souvent, et lorsqu'il y a quelque chose qui derrière finalement taraude l'enfant, et aussi la peur affective. Celle-là, elle est parfois beaucoup plus difficile à gérer, parce que c'est l'enfant qui, d'une part, va se dire je vais me détacher de mes parents, pour les tout petits notamment, c'est très difficile, mais il y a aussi celui qui dit j'ai peur de décevoir mes parents. Et donc les résultats scolaires, ils ont une couleur affective, et l'enfant qui a peur de décevoir va aussi parfois développer des phobies scolaires. Mais elle ne se manifeste pas à la rentrée. La rentrée, c'est juste un mal-être vis-à-vis d'une situation nouvelle. La phobie scolaire, c'est en cours d'année, parce qu'il faut déjà un certain vécu scolaire pour entretenir cette phobie. Bruno Imbecq, vous êtes également spécialiste du harcèlement scolaire. Vous avez d'ailleurs écrit un guide pour les parents aux éditions Odile Jacob. C'est un fléau qui est malheureusement toujours d'actualité. Comment agir et quels signes doivent alerter les parents ? Alors, surtout pas chercher des signes. Il n'y en a pas. Ça ne se voit pas, le harcèlement scolaire. Ça s'entend, ça s'écoute. Il faut que l'enfant puisse oser parler de ce qu'il vit. Et il faut surtout qu'il puisse parler non pas harcèlement ou pas harcèlement. Il ne faut pas essayer de faire un diagnostic, mais les émotions qu'on peut vivre. Je suis triste, j'ai peur, je suis en colère. Et toujours créditer ces émotions sans les minimiser. C'est vraiment important quand un enfant dit « je suis en colère parce qu'on se moque de moi » par exemple, de ne pas lui dire « non, c'est de l'humour, tu n'as pas à être en colère ». Une émotion, ça se dit, ça ne se contredit pas. Et les parents doivent pouvoir créditer ces émotions, puis les transmettre à l'école. Pas en rentrant à l'école en disant « mon enfant est harcelé, agissez s'il vous plaît », mais « mon enfant vit des émotions difficiles, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça se passe mieux ?» Généralement, le terrain alors est mieux prédisposé à une action positive que lorsque on utilise ce qui est devenu un bélier, le mot harcèlement, qui permet de faire rentrer parfois de manière très, très, très violente au sein de l'école. Je pense qu'il faut être très, très attentif à ne pas trop utiliser le mot, mais toujours protéger les émotions de son enfant. Être à l'attention et dialoguer. Voilà les outils pour réaliser une rentrée dialoguer, scolaire en douceur. Parce que les enfants ne parlent pas parce qu'ils ont peur de décevoir leurs parents. Et donc, c'est vraiment important qu'ils puissent dire ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent, à la fois au niveau de l'intégration au sein du groupe et au niveau de ce qu'ils sont en train de vivre par rapport aux apprentissages. Eh bien, merci beaucoup Bruno Imbecq d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Retour à présent sur un tournoi qui connaît de plus en plus de succès. La 2e édition du Challenge Princesse Gabriella s'est tenue ce week-end au Stade Bouliste Régnier 3, une compétition internationale 100% féminine que Yannick de Bever et Sylvain Péroumal ont suivi pour vous. Le Challenge Princesse Gabriella connaît un succès de plus en plus important.
La deuxième compétition internationale de pétanque s'est déroulée ce week-end au cercle bouliste Régnier 3, sous les yeux du souverain et sa fille, la princesse Gabriella. 76 doublettes féminines étaient inscrites avec notamment des équipes nationales représentant l'Espagne, championne du monde en titre, l'Italie ou la France. Nous avons fait le pari il y a quelques années d'organiser un événement exclusivement destiné aux féminines. Beaucoup d'organisateurs couplent la compétition féminine avec la masculine qui, à mon sens, est une mauvaise idée. Donc nous nous positionnons aujourd'hui comme le deuxième tournoi français et peut-être le 5e européen, puisque les feux de l'actualité sont branchés exclusivement sur les féminines. 9 équipes monégasques représentaient le drapeau rouge et blanc pour cette compétition et une d'elles est parvenue à se hisser en quart de finale après un joli succès remporté face à une des équipes françaises. À une semaine de la Coupe du Monde de pétanque au Bénin, ce challenge international Princesse Gabriella avait tout d'une répétition. Au bout de cette belle compétition, la doublette française Perret-Bandiera a triomphé, offrant un second titre monégasque consécutif à Nelly Perret. Aujourd'hui, on a trouvé le niveau féminin vachement élevé. Il y avait beaucoup d'équipes étrangères. Franchement, le cadre il est très beau, l'organisation elle est magnifique aussi. Après, ça a été une très belle compétition pour une bonne préparation qui nous attend le championnat du monde dans 4 jours. Donc, très très contente de cette victoire. Au vu du succès grandissant de la compétition, il se pourrait bien que le format du prochain challenge Princesse Gabriella évolue pour revenir à un format triplette, un moyen d'attirer encore un peu plus de monde en principauté. Amoureux de belles voitures, le reportage qui va suivre va sûrement vous séduire. Cars & Coffee Monaco fête ses 10 ans cette année. Ce rendez-vous réunit les passionnés de voitures de collection sur les terrasses du casino. Yannick de Bever, Alban Gingembre et Louis Borgia sont allés y faire un tour. Ce dimanche, tout bon amateur de voitures de collection devait être sur les terrasses du casino pour le 42e Cars & Coffee, le rendez-vous des passionnés d'automobile à Monaco. Ce qui nous rassemble ici, c'est le bonheur de la symphonie mécanique, comme un flat 6, par exemple. Le ton est donné, que l'on aime le style des italiennes ou la mécanique des américaines, peu importe, il y en a pour tous les goûts. Tous les 3 mois, depuis 10 ans, les pétrolheads, comme on les appelle, les fanatiques de voitures thermiques se rassemblent à Monaco pour faire admirer leur voiture et échanger sur leur passion le temps d'un bon repas. Pour les 10 ans, on va faire un petit rallye qui partira de Monaco le 13, le jour de l'anniversaire, donc le 13 octobre. Nous partons dans l'arrière-pays chez un monégasque qui s'appelle Alain Ducasse, à la Bastide de Moustier, qui est son tout premier lieu qu'il avait acheté. On fait le dîner là-bas, disons, on dort là-bas et on revient par une autre route, par les gorges du Verdon le lendemain, donc ça va être sympa. Se promener entre toutes ces voitures uniques, c'est aussi avoir la chance de croiser Marty McFly, de passage dans notre époque et fier de conduire la DeLorean du Doc. La voiture, déjà, c'est l'esthétique en premier. Quand on voit la voiture, c'est une voiture qui sort de l'ordinaire avec les portes papillons, avec la carrosserie en inox. C'est une voiture qui a été designée par Giugiaro à l'origine. Donc c'est pas n'importe qui. C'est un gars qui a fait des prototypes incroyables, mais qui a aussi fait des voitures qui sont rentrées dans l'histoire de l'automobile, comme par exemple la Panda ou la Golf première génération. Donc oui, l'esthétique de la voiture est assez incroyable. Oui. Chaque propriétaire a une histoire singulière avec sa voiture, qu'elle ait été l'objet d'un rêve ou d'un coup de foudre. Une transmission d'histoire de passionné en passionné depuis 10 ans et qui n'est pas prête de s'arrêter. Cela ne vous a peut-être pas échappé, le JT de Monaco Info change de décor. Un nouvel habillage pour la rentrée, mais aussi de nombreux rendez-vous. Pour en parler, Geneviève Berthy, directeur de la communication, nous attend en plateau. Bonsoir Geneviève Berthy. Bonsoir Amélie. Quelle est la tonalité de la rentrée sur Monaco Info ? La tonalité, c'est l'ADN de Monaco Info. Tout ce qui se passe à Monaco est sur Monaco Info, avec de l'institutionnel, du patrimoine, de la culture et du sport, bien sûr. Alors dévoilez-nous la grille de la rentrée. Qu'est-ce que les téléspectateurs vont pouvoir découvrir sur notre antenne dès à présent ? On commence dès la semaine prochaine avec la Coupe Davis, un grand direct de tennis les 15 et 16 septembre, puisque Monaco accueille l'Équateur.
On sera à la fin du mois avec Hugo Mikhalev qui dispute son premier combat professionnel à Monaco, toujours en direct. On sera aussi au Conseil national à la fin de la semaine pour l'hommage rendu au prince Régnier III. On accompagnera Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain à la COP28. On sera aussi, grâce à notre correspondante à New York, à l'ouverture du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce qu'il y a des nouveautés aussi qui vont rythmer l'antenne de Monaco Info? La nouveauté, je viens de vous en parler, c'est notre correspondante à New York qui nous proposera une pastille chaque semaine pour prendre le pouls outre-Atlantique ou nous rapporter ce que les Monégasques ou les gens qui font Monaco auront fait sur place. La deuxième nouveauté, qui n'en est une sans être une, c'est la reprise des experts football avec David Ducci, qui est l'assistant d'Hervé Renard en équipe de France et qui surtout a été formé à l'AS Monaco. On sera aussi avec Ali Traoré pour les experts basket. Et puis une édition le dimanche, en fin de journée, un nouveau rendez-vous à 18h30 pour l'actualité du week-end, les résultats sportifs et tout ce qui se sera passé le dimanche avant notre 19h du lundi. Vous l'avez dit, tout ce qui se passe à Monaco et sur Monaco Info, on pourrait rajouter aussi et sur tous ces supports. Alors oui, c'est bien d'avoir rendez-vous avec la lucarne dans le salon, c'est aussi bien d'avoir rendez-vous avec notre communauté, avec ce qu'il y a dans notre poche, dans notre sac, une tablette, un smartphone. Donc nous avons déjà développé une communauté sur le réseau, on est sur Instagram, sur TikTok avec un nouveau format qui s'appelle le 60 secondes, qui est un décryptage de l'actualité monégasque. Sur Facebook, bien sûr, sur X maintenant, puisque anciennement Twitter, avec une communauté qui est déjà à 150 000 abonnés environ et qu'on espère faire grandir, bien sûr, avec de l'image toujours, mais aussi de la photo, puisque toute notre équipe de photographes suit l'actualité de Monaco. Et c'est une autre façon de parler à la communauté aussi. Bien, merci beaucoup Geneviève Berthy. Merci Émilie. Dans le reste de l'actualité en images, le bal du marché était de retour à la Condamine. Après le succès de la première édition, la mairie de Monaco a souhaité reconduire ce moment convivial à l'esprit guinguette, le tout sur fond d'ambiance musicale. Les Monégasques étaient au rendez-vous, ils ont même esquissé quelques pas de danse. Nous vous emmenons à présent dans les coulisses de l'un des restaurants les plus emblématiques de la Principauté. Le Louis XV, Alain Ducasse, à l'Hôtel de Paris, compte 3 étoiles au guide Michelin. Sa renommée est mondiale. Derrière ce succès se cache le travail d'une équipe aussi bien en cuisine qu'en salle. Notre caméra a capté les derniers préparatifs avant le service. C'est un reportage d'Émilie Terrasson et Alban Gingembre. Un plateau s'il vous plaît. Oui, chef. Derrière les portes de l'hôtel de Paris, le chef Alain Ducasse et le chef Emmanuel Pilon ont à cœur d'élaborer des plats d'exception. Un plaisir qui passe par l'amour du partage et de leur savoir-faire. La naturalité, c'est une façon d'être, une façon de penser. C'est respecter le produit, respecter celui qui l'a produit, donc le producteur, respecter les saisons, tout utiliser, ne rien jeter, vraiment faire attention à tout. Et quand on crée des plats, voilà, on utilise tous ces outils, tout ça, et c'est ce qui nous fait avancer. Et table 2 bis, on a une invitation, menu agapé. Ils sont tous les deux sans viande. Avant le début du service, les 50 membres de l'équipe commencent à s'activer. Il est important pour eux d'établir un lien entre la cuisine et la salle. Pour chacune des tables, les noms et les habitudes alimentaires des convives sont soulignés et étudiés. Bon service. Bon service. Bon service. À nous, en très peu de temps, de réussir à comprendre pourquoi la personne que nous recevons est là. Est-ce que c'est pour une occasion particulière? Est-ce que c'est un repas d'affaires, un repas de famille? Voilà, donc c'est effectivement en 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes où tout se joue. Chaque personne a forcément un intérêt lors de sa venue, mais qu'est-ce qu'il vient chercher? Et après, pour pouvoir le guider à travers notre carte et à travers les mets que nous allons pouvoir leur proposer. Un service digne d'un ballet qui met en scène la sommellerie, la pâtisserie, la cuisine et le service, le tout dans une atmosphère unique. Une atmosphère unique qui fait la réputation de l'établissement. Voilà pour l'actualité en Principauté. Jetons un coup d'œil à vos prévisions météo maintenant. Bonsoir Julia Vial, quelle est la tendance pour la journée de mardi ?
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Un grand soleil brillera encore demain toute la journée en principauté. L'été est donc toujours bel et bien présent en ce début septembre, à l'image des températures qui oscilleront entre 19 et 25 degrés. Il vous sera aussi possible de profiter de la mer puisqu'elle sera encore bonne avec 22 degrés au compteur. Demain, les Raïssa seront à l'honneur. Pensez à leur souhaiter une bonne fête. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Retrouvez ce journal ainsi que toutes nos précédentes éditions sur notre chaîne YouTube. Dans quelques instants, retrouvez les experts du foot. Pour leur retour à l'antenne, Christophe Paco et David Ducci reviendront notamment sur la belle victoire de l'AS Monaco face à Lens ce week-end. On referme ce journal comme nous l'avons commencé avec des photos des commémorations de la libération de Monaco. Photos signées ce soir Stéphane Dana. Passez une excellente soirée et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.